constatant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on s'est dit peut-être on va inverser la logique de la conférence en partant de l'idée que vous êtes là, c'est que certainement vous avez des attentes et ce sera plus judicieux si on répond à vos questions ou à vos attentes. Voilà, un peu d'une façon très claire. Maintenant, juste pour qu'on puisse en guise d'introduction, je vais donner la parole à chacun de nos directeurs des pôles d'impulsion économique et offres territoriales. Ils vont juste se présenter et nous dire quelques mots sur leur région. Hein. Et je crois que le reste, on peut échanger avec vous. Vous avez un micro. En tout cas, je crois inutile. Je crois que vous avez assisté certainement à la conférence du matin sur la logistique des territoires. Vous avez constaté aussi qu'il y a un pavillon qui est dédié aux CRI et que nous avons mis les CRI à l'honneur. Donc tout cela exprime à la fois une volonté, une conviction de la part des régions, des CRI en tout cas, sur ce que représente et l'importance que représente la logistique dans le développement des territoires et aussi pour attirer les investisseurs et créer de l'emploi. Donc, ce matin, on a déjà débattu de tous ces aspects qui tournent autour. Aujourd'hui, la thématique elle est plus orientée vers un peu l'offre foncière, mais on va essayer de parler de l'offre logistique de manière générale. Donc, je donne la parole très brièvement à chacun d'eux pour se présenter et dire quelques mots sur la région, mais aussi sur la particularité ou la spécificité, disons, au niveau des secteurs d'activité de la région et quels seraient ses principaux atouts. Voilà, juste... Je commence. Allez-y. Merci. Donc, c'est Amil Harti, je suis directeur du pôle impulsion économique et territoriale au Centre régional d'investissement de la région Tanger-Al-Hassima. Donc, avant de commencer la présentation de la région, donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour la qualité de l'organisation de cet événement, d'avoir aussi associé l'ensemble du CRI. C'est une très très bonne initiative dans le cadre d'un seul village d'investissement et qui confirme aussi bien la volonté des organisateurs que celle des CRI par rapport à l'intérêt porté à ce secteur qui est aujourd'hui un secteur porteur comme nous l'avons entendu et vu tout le long de ce salon. Donc par rapport à la région Tanger-Al-Hassima, comme vous le savez tous, il se situe au nord-ouest du Maroc, il est à 14 km de l'Europe. C'est une région pleine dynamique, surtout durant ces 2 dernières décennies. Aujourd'hui, il est le 12e pôle poumon industriel au niveau national, avec une contribution au PIB à hauteur PIB industriel de transformation à hauteur d'environ 16,7%. Ce qui fait qu'il y ait aujourd'hui un bassin aussi bien pour l'investissement à forte valeur ajoutée, mais aussi un bassin d'emploi. Aujourd'hui, la région, grâce à cette dynamique, elle affiche des indicateurs très satisfaisants, que ce soit en termes de taux de chômage qui est aujourd'hui à 9,7% par rapport à ce qui est au niveau national de 12,1% si je ne me trompe pas. Et aussi, la région est connue, par rapport à votre question, aujourd'hui par la dominance du secteur industriel automobile, avec notamment la présence de l'usine Renault, qui fabrique aujourd'hui des voitures qui sont exportées à 90% à l'étranger, notamment l'Union européenne. Et cet écosystème automobile qui est aujourd'hui développé autour de Renault a permis de revoir la part des exportations industrielles qui aujourd'hui le secteur automobile
est le premier exportateur. Il a devancé le phosphate avant la crise. Malheureusement, aujourd'hui, avec la crise économique, donc, je suppose que les choses vont être encore une fois revues à des modifications. Mais cette dynamique va constituer aussi une opportunité pour la logistique, avec la présence d'un certain nombre d'infrastructures, notamment le port Tanger-Med, qui est aujourd'hui le premier port en Afrique et en Méditerranée, avec une capacité de 9 millions de conteneurs, avec une capacité aussi d'exportation de voitures à 1 million de véhicules par an. Je pense que autour de ça, il y a vraiment un flux logistique qui est important, qui est en développement une année après l'autre. Il y a même, donc en 2018, on faisait 7,5 millions de conteneurs. Aujourd'hui, en 2022, plutôt en 2021, nous avons fait 7 millions de conteneurs qui sont transités par Tanger-Med, ce qui fait qu'aujourd'hui, la région est devenue un vrai hub de transportement, de logistique à l'échelle mondiale. À cela s'ajoute l'ensemble des zones industrielles, notamment les zones logistiques. Nous avons à côté du port, juste adossé au port, Tanger-Med, une zone logistique dédiée qui est Medhub sur une surface de 200 hectares et qui abrite des multinationales de renommée. Et dernièrement, nous avons vu l'installation de Emirates qui vient faire une extension. Donc les gens viennent investir une première fois, mais ils ne s'arrêtent pas là. Donc ils investissent encore et encore. Donc Emirates, c'était son deuxième hub logistique sur Tanger-Med. Nous avons des multinationales du type Decathlon qui gèrent l'approvisionnement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau africain, dans la région Tanger-Hoceima. Je pense que ça, c'est un chantier qui a été initié. Ce n'est pas un travail de 2 jours ou bien d'une année ou deux. C'est une réflexion qui émane de la volonté de Sa Majesté, qui émane de sa vision royale, qui est depuis sa nomination au trône. Donc je pense aujourd'hui on est à la porte pour l'investissement en logistique. Et on est prêt, nous avons des programmes, comme ça a été annoncé ce matin par le directeur général. Nous avons lancé des programmes d'accompagnement auprès des investisseurs, que ce soit pour l'obtention des autorisations, que ce soit par rapport à des formations, avec notre écosystème qui sont que ce soit les banques, que ce soit les autorisations, les autorités, que ce soit les acteurs de Tanger-Med aussi, pour effectivement faire monter en charge ces opérateurs et aussi améliorer nos exportations surtout et participer à l'amélioration de la balance commerciale du Maroc. Merci, merci Sil Harti. Si vous le permettez, je vais vous utiliser au nom de vos confrères, parce que je ne voudrais pas poser la même question aux 4. Bien sûr, nous allons poursuivre la présentation de chaque région, mais je voudrais que vous nous disiez, au nom de tout le monde, quel est le rôle qui est le vôtre en tant que directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale. Le rôle. Effectivement, aujourd'hui, avec la nouvelle organisation du CRI suite à la réforme qui a été entretenue et qui a été impulsée par la loi 47-18. Donc les CRI aujourd'hui sont organisés en 2 pôles. Pôle maison de l'investisseur qui se charge de ce qui est, c'est un guichet unique par rapport aux facilitations et autorisations liées à l'investissement. Il y a le pôle que je représente, c'est le pôle impulsion économique et territoriale. Ce pôle se charge donc sa mission est de la promotion de l'investissement, la préparation de l'offre territoriale et surtout participer à l'intelligence territoriale, la planification territoriale à travers que ce soit des études sectorielles qu'on réalise, que ce soit dans le cadre de la contribution du CRI dans l'élaboration des plans de développement régionaux avec les conseils régionaux, mais aussi à travers la déclinaison
du programme des politiques publiques en matière d'investissement au niveau régional. Donc, grosso modo, aussi, nous avons une mission d'intelligence territoriale, intelligence économique, pour mettre à disposition des investisseurs l'ensemble des indicateurs, l'ensemble d'informations nécessaires pour la prise de décision liée à l'investissement. Donc, brièvement et rapidement, ce sont les principales missions de notre pôle. Et aujourd'hui, on est tous ensemble pour effectivement promouvoir nos régions auprès des investisseurs, aussi bien locaux que soit étrangers, par rapport à ce secteur-là. On considère qu'il y a un secteur très prometteur pour notre pays. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur les informations et les incitations pour chacune des régions. À vous la parole. Merci beaucoup, c'est Barada, mesdames et messieurs. Très ravi de prendre part à ce panel, le dernier, donc avec les plus résilients. Mais je peux noter également que le foncier aujourd'hui n'est plus une problématique au Maroc, probablement parce qu'effectivement le chantier de foncier, de zone industrielle, de zone logistique a été certainement à un certain moment l'un des freins à l'investissement. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse, c'est parmi les locomotives de la région. Je me présente, Rami Rachid, chef du pôle impulsion économique offre territoriale de la région de l'Oriental, que j'ai le plaisir de vous présenter pour certains qui l'ont déjà visité, mais pour beaucoup, ils en ont uniquement entendu parler. La région de l'Oriental, disons, c'est la région, si je me permets de le dire, la plus maghrébine au Maroc. Donc, du fait qu'elle soit le lien entre le territoire national et le Maghreb et le Nord-Afrique. Mais malheureusement, avec ces 500 km de frontières aujourd'hui qui sont fermées, fait perdre, pas uniquement la région, mais à tout le pays, pas mal de points de croissance. Mais on espère qu'un jour, cet inconvénient soit le vrai atout de la région. La région également, elle est la troisième plus grande région au Maroc. Elle fait à peu près 90 000 km², c'est à peu près la taille du Portugal. Et donc, pour vous dire que l'étendue de la région fait également la richesse de ses vocations et de ses potentialités. Donc, on trouve des secteurs classiques que beaucoup de monde connaît, donc l'agriculture d'abord, que ce soit sur le périmètre de Berkane, de Tsaouret, de Kassif, ou bien au niveau de la province de Figuig. Également le tourisme, l'un des secteurs clés de la région, un secteur qui se modernise à travers ses stations balnéaires, Saidia, Marchika, mais également son arrière-pays très riche en patrimoine naturel, écologique, culturel et culturel également, et qui aujourd'hui constitue l'une des niches d'activités qui sont développées au niveau de la région. Le secteur du commerce également, c'est le premier employeur et créateur de richesse au niveau de la région, mais c'est un secteur qui se modernise. Donc, certainement, beaucoup de monde pense que la région de l'Oriental, c'est la région de la contrebande, de l'informel. Ceci est du passé. Aujourd'hui, la contrebande, elle est presque à 100% éradiquée au niveau de la région. Et donc, on parle aujourd'hui de commerce modernisé, de commerce de proximité. Et là, ça fait créer pas mal d'opportunités d'investissement pour les investisseurs. La région de l'Oriental est également aujourd'hui qui a une structuration économique qui commence à changer avec la montée en charge de pas mal de secteurs d'activité qui accompagnent le développement de tout le pays. Je parle en particulier du secteur de l'industrie qui est aujourd'hui le deuxième secteur créateur de valeur ajoutée et de chiffre d'affaires au niveau de la région. Ce secteur a connu une montée fulgurante depuis les années 2010 grâce notamment à la mise en place d'une infrastructure d'accueil à même de répondre aux potentialités de la région. Je cite la Technopole d'Oujda, qui est la première plateforme industrielle intégrée à être développée au Maroc, bien avant Atlantic Free Zone et d'autres zones. Alors, Technopole d'Oujda qui inclut entre autres une zone d'accélération industrielle avec un opérateur sur le secteur de l'automobile qui s'est installé récemment, des opérateurs sur le textile. Technopole d'Oujda, c'est également Oujda Shoal, c'est de l'offshoring, c'est une zone logistique qui est entièrement commercialisée, mais c'est également un campus de savoir, parce que depuis le début des stratégies régionales, on est convaincu que le développement du monde de l'industrie ne peut se faire en l'absence d'un écosystème de formation, de recherche et développement. Et donc, on a un campus de savoir qui est hébergé au plein centre de la Technopole d'Oujda.
Le secteur de l'industrie, c'est également l'agropole de Berkane, avec le développement du secteur agricole et agro-industriel. 50 hectares ont été aménagés, qui sont aujourd'hui commercialisés à 80%, et la deuxième tranche, elle est en cours de lancement. Et puis également, le troisième grand projet, c'est le parc industriel de Slouane, au niveau de la province de Nador, qui également, c'est un projet qui a connu un franc succès, notamment avec la fermeture des importations avec l'enclave Nelia. Et là, on a connu vraiment une dynamique très importante par la transformation des importateurs en industriels. Donc là, il y a eu vraiment une mobilisation très importante des importateurs, des incitations qui ont été données pour les accompagner. Aujourd'hui, on a sur le parc industriel un tissu productif au lieu d'un tissu importateur. À cela s'ajoutent également d'autres zones satellitaires qui ont été aménagées, notamment au niveau de la province de Jarada. Et donc, tout ça, ce sont des facteurs qui ont, comme j'ai dit, enclenché une vraie dynamique sur le secteur de l'industrie. Alors, pourquoi je parle de l'industrie? Parce que généralement, la logistique, c'est l'un des leviers d'attractivité du secteur industriel. Et donc, beaucoup d'opportunités aujourd'hui se montrent, grâce également à un schéma directeur que nous avons presque finalisé avec la MDL, pour à peu près 300 hectares. Et puis finalement, pour terminer, la région de l'Oriental, son avenir, c'est aujourd'hui un développement très intense grâce au port Nador-Ouest Med. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un port en eau profonde, c'est l'équivalent de Tanger Med qui se développe au niveau de la zone de Nador. C'est un port qui atteint aujourd'hui à peu près 70% en termes de réalisation. On prévoit une mise en service en 2024. C'est un port multiservice avec toutes les composantes d'importation-exportation, vraquiers, ro-ro, terminaux, charbon, hydrocarbures, entre autres. Mais c'est également un arrière-pays industriel et logistique d'à peu près 1500 hectares qui seront développés de façon directe avec ce port. Donc je pense que cela veut tout dire. On aura un même développement que ce qui a été enregistré au niveau de Tanger, si ce n'est pas plus, parce qu'aujourd'hui, on tire profit de l'expérience de Tanger, qui sont d'ailleurs actionnaires au niveau de Nador-Ouest Med, pour pouvoir assurer la meilleure planification à la fois du port, de l'arrière-pays industriel, urbain, mais également en termes de besoins, en formation et en cadre de vie. Merci. Et certainement, il sera, comme Tanger Med, une locomotive pour tirer toute la région. La région de Fez Meknès. Alors, je me présente, donc c'est Amjad Kiti, je suis le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale, au niveau du CRI Fez Meknès. Alors, je vais enchaîner avec ce qu'a dit donc, mon ami c'est Rachid. On a parlé du port de Nador. Alors, aujourd'hui, Fez Meknès, comme vous savez, est au centre. Donc, elle n'est pas dotée d'un port, mais grâce justement à la magie de la logistique et de l'avancement qu'a connu justement ce secteur, ainsi que le transport, aujourd'hui, Fez Meknès est doté de 4 ports. Parce qu'on est au centre justement de Tanger, de Casa, de Kénitra Atlantique et bientôt de Nador. Donc c'est l'avantage un peu avec l'avancée de la logistique. Aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus cet handicap justement en termes de port. Alors je reviens à la question des atouts. Pour ceux qui ne connaissent pas la région de Fez Meknès, je me permets de rappeler que la région est aujourd'hui deuxième pôle agricole du royaume. La région de Fez Meknès est aussi deuxième pôle d'offshoring, sachant que l'offshoring est premier employeur dans les préfectures comme Fez Meknès. Juste entre parenthèses, pour ceux qui veulent donc plus de détails par rapport à la territorialité donc, de la région, Fez Meknès, c'est 9 provinces et préfectures. Donc il y a le bipôle Fez Meknès comme préfecture, mais il y a aussi 7 provinces, Boulman, Teza, Moulay Yacoub, Sfro, Ifran, Hajab et Taounet. Donc c'est juste pour que vous vous situez dans le périmètre géographique. Donc je reviens aux atouts. Je disais qu'on est deuxième pôle agricole, qu'on est aussi deuxième pôle d'offshoring.
et que l'offshoring occupe une bonne place. Maintenant, et pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, la logistique est un must. Le développement de ce secteur est nécessaire pour accompagner un peu la dynamique que connaît le secteur industriel au niveau de la région Fès-Meknès. Je le rappelle, la région Fès-Meknès fut deuxième au niveau de l'industrie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais nous sommes en train justement de travailler. Pardon. Donc, nous sommes en train justement de travailler pour redynamiser ce secteur. Aujourd'hui, en plus du foncier qui est déjà disponible, notamment... Sekiti, on va y revenir. Okay. Je voudrais qu'on fasse le tour déjà au niveau des activités. Oui. Nous savons que vous avez aussi un secteur du textile très performant et entièrement orienté à l'export. Mais on va y revenir. Très bien, très bien. On termine par Draat Tafilelt. Merci Sebrada. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour la réussite de cet événement de taille. C'est un événement pour nous, c'est une occasion aussi pour montrer qu'est-ce qu'ils font les Syries, pour parler de la promotion d'un territoire. On tient à vous remercier et vous féliciter pour le succès de cet événement. Merci beaucoup. Parlons de Draat Tafilelt. Draat Tafilelt, c'est une région récente qui est créée en 2015. C'est la continuité, on a commencé par Tanger, l'oriental, Fès. Essayez d'imaginer la carte du Maroc. Draat Tafilelt, c'est la continuité de l'oriental, en partant vers Ben Imlal, Marrakech et Agadir. On a cette limite avec toutes les provinces du Maroc, du centre du Maroc et de l'oriental. C'est une région frontalière qui a 10 atouts. 10 atouts pour la logistique. Il suffit de dire que Draat Tafilelt regorge des potentialités. Nous sommes la région numéro 1 hors phosphate en termes miniers. Nous produisons à peu près 4 millions de tonnes par an de mines. Et quand on parle de mines, automatiquement, il y a de la logistique pour aller rejoindre les ports, pour aller rejoindre soit le port de l'Oriental, soit les ports de Safi, soit Casablanca. Donc, imaginons les routes nationales, les autoroutes, qui véhiculent tout ce travail. Donc la région a besoin de développer une infrastructure logistique. Nous inscrivons dans la stratégie nationale, tout ce qui est fait par la NDL est adopté par la région. Et je tiens à signaler aujourd'hui que le conseil régional a validé son plan de développement régional pour la période 2021-2027. C'est la première région au niveau national qui a voté son PDR. Dans ce PDR également, on prévoit la réalisation de 5 zones logistiques à Draat Tafilelt. C'est très important parce que quand on est à Rachelia ou à Midelt, on passe par Fès. Et quand on est à Tinrir, il y a la transatlantique aujourd'hui, on passe par Nimlel. Et quand on est à Ouarzazate, on passe par Marrakech ou Agadir. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons que dans le PDR 2021-2027 de Draat Tafilelt figurent 5 zones logistiques. J'ai parlé tout à l'heure du secteur minier, mais je parlerai aussi du secteur agricole. La région de Draat Tafilelt a des particularités en termes de production agricole. Nous produisons 85% des dattes, Mejhoul, au niveau de Rachelia, c'est 85%, à peu près 120 000 tonnes par an de dattes. Avec l'extension de Plan Maroc Vert et de SGJ aujourd'hui, nous comptons redoubler cette production. La province de Midelt, 400 000 tonnes de pommes. C'est à peu près 70% de la production nationale. Pour vous montrer, moi je donne des chiffres, pour vous montrer l'importance de la logistique pour notre région. Le développement de la région de Draat Tafilelt, ça passe par la logistique. Aujourd'hui, nous avons 3 grands aéroports. L'aéroport à Rachelia, à Zagora et à Ouarzazate, qui nous permet un petit peu de désenclaver la région. Et n'oubliez pas que la région de Draat Tafilelt, c'est une région frontalière. De toute façon, que ce soit vous ou que ce soit la région de l'Oriental, rien n'est éternel. Ces frontières vont s'ouvrir un jour ou l'autre. Ce qu'il faut, c'est anticiper et préparer dès maintenant. Donc les choses sont en train d'évoluer à une vitesse grand V. Donc c'est quelque chose qui va y arriver. Puisque vous avez le micro et puisque vous avez évoqué le PDR,
Donc chaque région, chaque conseil régional met en place son plan de développement régional. La question est justement, vous en tant que CRI, quelle est votre contribution dans l'élaboration et l'exécution de ce PDR? Et Je vous remercie, Monsieur le Président, parce que le développement et la stratégie de développement d'un territoire, ce n'est pas une affaire d'un seul acteur. Oui. C'est un travail de synergie entre tous les acteurs. À leur tête, Monsieur le Wali de la région, le président de conseil et tous les acteurs dans tous les départements. Donc le CRI, vis-à-vis de la loi 47-18, a des attributions qui sont bien claires pour contribuer au développement avec les acteurs. Nous jouons un rôle d'un hub, si vous voulez. Le CRI, aujourd'hui, avec sa nouvelle structure, c'est un nombre d'experts. Le recrutement dans la nouvelle réforme a bien tenu de recruter 10 gens pointus par domaine. Essayons de développer encore nos compétences dans le territoire, d'avoir des référents et de jouer ce rôle de conseiller au conseil régional, tout en sachant bien que notre mission, je reviens à votre première question, quelle est notre mission en tant que pôle d'impulsion économique offre territoriale? Notre mission, c'est de vendre ces territoires aux investisseurs, c'est d'attirer des investisseurs le maximum possible, c'est d'attirer les investisseurs, attirer des capitaux et attirer aussi des talents. C'est une mission qui n'est pas facile, mais nous travaillons en synergie avec tous les acteurs. Et il suffit de dire que les PDR aujourd'hui, les CRI, ont joué et vont jouer un rôle très très capital pour leur développement et aussi pour leur exécution. Merci, Monsieur le Président. merci beaucoup. C'est Kitty, vous voulez rajouter quelque Oui, chose? oui, rapidement. Donc, si je peux me permettre par rapport à la question relative au PDR, donc il ne faut pas oublier que le CRI, donc de par ses missions, joue un rôle pour la planification stratégique au volet économique. Donc le PDR, il y a une partie économique, mais il y a aussi d'autres parties, bien entendu, l'infrastructure, donc il y a la santé, etc. Donc je donne l'exemple de la région Fès-Meknès. Aujourd'hui, le CRI a déjà commencé à travailler sur une étude de développement économique de la région à horizon 2030 qu'on a mis justement à disposition du conseil régional. Donc on travaille étroitement. Donc le conseil régional pour la partie diagnostic économique. Donc on n'aura plus à recommencer à zéro, donc on capitalise justement sur ce qui a été fait et bien entendu on travaille étroitement. Donc il y a ce volet économique dont peut se charger le CRI ou bien y contribuer et le conseil régional va bien sûr chapeauter tous les autres volets. Oui, je dirais c'est une approche qui n'est pas facile. Il faut trouver l'alchimie, il faut travailler en intelligence collective. Et n'oubliez pas l'essentiel qui est le développement de la région. Donc c'est clair. Et votre contribution, vos rapports avec le conseil régional pour déterminer justement la stratégie de la région. C'est dans la même ligne. Aujourd'hui, la région, c'est l'acteur principal de développement territorial, sur tous les volets, comme a dit c'est Amjad. Et sur le volet économique, on travaille vraiment bras à bras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le PDR, par exemple, le CRI est pratiquement assistant maîtrise d'ouvrage pour le PDR. Parce que tout part du CRI, toute la data, toutes les opportunités d'investissement, toutes les vocations, mais également la définition des projets secteur par secteur, tout ce qui est zone industrielle, tout ce qui est zone logistique, tout ce qui est équipement de proximité, abattoir, marché de gros, etc. Mais également le travail qu'on a fait au niveau de la région de l'Oriental avec le conseil de la région, c'est le développement d'une offre territoriale renforcée au niveau de la région et qui est spécifique à travers un fonds d'appui à l'investissement. Donc là, c'est parmi les choses sur lesquelles on a testé sur le premier mandat du conseil de la région et qu'on vient de relancer encore une fois aujourd'hui. La région de l'Oriental met à disposition du centre régional d'investissement un fonds d'à peu près 50 millions de dirhams qui lui permet de donner des incitations aux investisseurs sur le foncier, sur les constructions, sur les équipements, sur la formation et sur la formation continue. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi se trouve dans les autres régions? Vous avez aussi un fonds d'incitation? Alors, chaque région aujourd'hui a son ingénierie, comment faire de l'appui à l'investissement. Ce dont on a décidé au niveau de la région de l'Oriental, c'est vraiment d'actionner l'une des nouvelles prérogatives du CRI en matière de gestion de fonds.
Et donc, on a testé cela au niveau d'un fonds d'impulsion au niveau de Jrada, un autre fonds d'impulsion au niveau de Nador, mais aujourd'hui, on vient de le généraliser sur toute la région de l'Oriental et on a fait du spécifique par secteur. Et aujourd'hui, le secteur de l'industrie, de la logistique font parmi les secteurs qui sont, disons, pas uniquement éligibles, ce sont les secteurs les plus prisés et les plus avantagés en matière d'aide à l'incitation qui s'ajoutent naturellement aux autres incitations qui sont données par l'offre Maroc sur l'industrie et sur d'autres secteurs. Donc, pour répondre à la question, donc par rapport aux autres régions, le fonds, comment il est utilisé, donc ça dépendra bien sûr des priorités. Fes Meknès, en l'occurrence, donc on a, pour redynamiser l'industrie, comme j'ai dit tout à l'heure, le conseil régional, avec la Chambre, ont mobilisé un fonds de 55 millions de dirhams pour la substitution aux imports justement industriels. Donc ça rentre un peu dans la politique de substitution et de banque de projets qu'a adopté le ministère de l'Industrie. Il y a un autre fonds pour la prime à l'emploi. Donc c'est une prime à l'emploi pour booster, qui est effectif, qui est opérationnelle, qui est déjà effective et qui est à l'échelle de la région Fes Meknès, que ce soit pour l'industrie ou pour l'offshoring. Et nous sommes en train de travailler sur un nouveau dispositif pour une prime d'installation à l'offshoring, donc pour booster encore une fois l'employabilité, toujours dans cette perspective. Voilà. Très bien, merci. On a déjà empiété sur l'offre territoriale. Allez-y, mais ça ne fait rien. Pour la région du Nord. C'est pareil aussi, donc le conseil régional de la région Tanger Al-Hoceima a mobilisé un fonds qui est, à vrai dire, gigantesque. Sur 5 ans, c'est 1 milliard de dirhams, soit 200 millions de dirhams par an, dans lequel le CRI est très impliqué. On est en train de voir quelles sont les modalités d'attribution de ce fonds, en concertation aussi bien avec le conseil régional, mais aussi avec l'ensemble des acteurs économiques de la région, notamment les représentants du secteur privé. Donc l'objectif, c'est de toucher les secteurs qui sont aussi bien porteurs, mais qui sont moins concernés par certains fonds au niveau, qui sont pratiqués au niveau national. Donc, on est présent avec le conseil régional dans toutes ces démarches de mise en place, que ce soit du PDR, que ce soit de ce mécanisme d'incitation qui est régional et qui rentre dans les prérogatives aujourd'hui des régions et pour lesquelles les régions sont invitées à mettre en œuvre rapidement. En tout cas, le thème tourne autour du foncier de la logistique. D'entrée de jeu, c'est Rachid a dit on n'a pas de problème du foncier. Est-ce que c'est le cas? Parce que je ne pense pas qu'on soit vraiment Ça dépend. tout à fait convaincu. Moi, je dirais que ça dépend des secteurs. Donc, aujourd'hui, pour parler de la région Fes Meknès, dont j'ai la responsabilité de partie offre, la région aujourd'hui a du foncier, mais pas suffisant pour certains secteurs. Je parle notamment du secteur industriel. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de développer avec un plan la partie industrielle, avec un schéma directeur pour la partie logistique pour accompagner cette dynamique. Donc pour l'industrie, donc juste pour quelques chiffres, pour l'industrie, il y aura une zone franche sur 379 hectares. Donc au niveau d'Ain Chegag, au niveau de la province de Sfro, il y a le PIAC. Mais c'est des zones comme Ain Chegag, où il y a l'industrie du cuir, par exemple. Et vous avez greffé oui, allez-y. La zone logistique adossée à cette zone industrielle? Alors non, en fait, il y a le PIAC d'une part, il y a le parc industriel Ain Chegag, dont vous parlez, c'est 81 hectares, ouais, avec une partie cuir, 50 hectares, mais il y a une zone franche, elles sont côte à côte, donc il y aura une steppe dédiée aux deux d'ailleurs. La zone franche, elle est de 379 hectares. Les zones logistiques, pour répondre à votre deuxième point, c'est cette zone dans le schéma, dont le pilote est à Ras Elma. Ras Elma, qui sera doté de 100 hectares avec une première tranche de 32 hectares et qui est en cours d'aménagement. Et donc ce plan logistique vient justement en réponse de cette dynamique industrielle, parce qu'il n'y a pas que la zone franche et le PIAC, mais il y a aussi un écoparc
au niveau de Fès-Saïs, il y a une nouvelle zone Aïn Beda, donc plein Fès. Il y a eu la rénovation de l'ex-Cotef, si vous avez dû certainement entendre parler de l'ex-Cotef. Aujourd'hui, on est sur un mode locatif à 5 dirhams, et donc elle connaît une grande dynamique, et d'autres industries. Je finis juste avec un point par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est que Fès est doté du port sec, donc de l'ONCF au niveau d'El Ben Souda. Il est là depuis quelques années, mais la nouveauté, c'est que le service sous douane donc, sera opérationnel incessamment, et c'est ce qui va faciliter justement les transitions, notamment de produits agroalimentaires dont jouit la région, donc pour être justement plus compétitif à l'international. Voilà. Vous avez parlé de fonds, donc il y a un cadre incitatif, vous avez parlé de la prime d'emploi pour la construction, et la partie fiscale, ça c'est quelque chose qui vous ne touchez pas, ou vous la prévoyez, ou vous avez la main pour le faire? À vrai dire, c'est parmi les rôles du CRI, c'est de remonter un certain nombre de recommandations, de propositions au niveau national. Comme vous le savez, le volet fiscal relève de la loi de finances. Il y a effectivement la fiscalité locale, mais ce qui est intéressant le plus pour les entreprises, c'est la fiscalité, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est la fiscalité de droit commun, ce qui fait qu'on est souvent appelé, dans le cadre de la loi 47-18, c'est parmi les missions du CRI, on remonte à chaque fois certaines recommandations qui relèvent aussi bien de volet fiscal, que ce soit de volet procédural, mais aussi de volet incitation, infrastructure, ainsi de suite. Donc effectivement, le volet fiscal est très important pour l'encouragement de ce genre d'activité. Je veux rebondir aussi par rapport à ce qui est dit par rapport au foncier. Effectivement, il faut le reconnaître, il y a une pression sur le foncier. Ça, c'est une bonne chose parce que ça montre la dynamique et l'intérêt que connaît le royaume et les régions du royaume, soit au niveau national que ce soit international. Mais heureusement, je pense les autorités, que ce soit locales, que ce soit gouvernementales, ils sont avisés par rapport à ça. Il y a plusieurs projets, donc j'ai entendu que ce soit par rapport à l'oriental face au Rachidia et plusieurs projets. Tongel aussi, il est doté déjà avec la grande plateforme industrielle de Tongel qui est déjà opérationnelle sur 2000 hectares, avec une perspective à une réserve de 3000 hectares de plus qui va faire 5000 hectares de foncier industriel. Nous avons encore aussi la nouvelle cité Mohamed VI Tongétec sur une surface de plus de 2100 hectares qui sera réalisée avec un partenaire chinois. Et aujourd'hui, avec le nouveau esprit et aussi la volonté de l'autorité locale, c'est que dans chaque province, nous avons développé des zones d'activité économique qui seront dédiées avec des petites surfaces, des zones d'activité qui ressemblent au territoire concerné. Notamment, nous avons un agropole à Larache, vu que cette province connaît un grand potentiel agricole et aussi de pêche. Donc nous avons aussi la zone, ce matin on a parlé, monsieur le directeur général du CRI, par rapport à la zone d'activité économique à vocation commerciale à FNEDAR. Nous avons presque dans chaque province des zones. Aujourd'hui on est en train de mobiliser plus de 600 hectares de nouveaux zones d'activité économique avec des budgets colossaux que la région, que ce soit les ministères concernés sont partenaires pour la réalisation de ce genre de projet. Je voudrais juste évoquer un aspect, c'est que c'est vrai que pour attirer des investisseurs, il faut réunir les conditions, surtout sur le plan matériel, des infrastructures, la connectivité, le foncier, l'immobilier, etc. Mais l'un des grands enjeux aussi des territoires, c'est le capital humain. Donc il faut attirer également des talents, il faut attirer des compétences, mais c'est des compétences ou des talents qui ont des familles. Donc s'ils se déplacent, il faut qu'ils trouvent également un cadre à la fois convivial et trouver... Si moi, j'ai des enfants et que je ne peux pas scolariser mes enfants dans un système de qualité, par exemple, etc., eh ben, j'irai pas. Donc, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous intégrez ou pas, sur lequel vous travaillez également?
Exactement. Aujourd'hui, notre mission, ce n'est pas uniquement l'accompagnement des investisseurs et la facilitation administrative, mais on parle de l'attractivité territoriale. Et quand on dit attractivité, on parle certes d'attirer les entreprises, c'est-à-dire il faut être compétitif sur les 4 facteurs, mais également il faut être attractif sur la partie touristique, la partie résidentielle. Et donc là, c'est toujours le volet économique qui est le point d'entrée. C'est-à-dire quels sont mes grands projets structurants sur la région. Mais pour réussir sur ces projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des routes, il faut des écoles, il faut des espaces de loisirs, des hôtels, des restaurants, etc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle vision qui accompagne le PDR, c'est ce qu'on appelle les plans de développement intégrés. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque province, on essaie d'identifier les principaux projets à mettre en place, bien sûr sur le volet économique, mais également sur les services de base, santé, éducation, sport, culture, mais également les principaux enjeux de la région. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple de la région de l'Oriental, l'un des principaux enjeux majeurs pour les 20 prochaines années, c'est la question de l'eau. Donc c'est un stress hydrique, c'est à l'image, je pense, du Maroc, mais la région de l'Oriental particulièrement, elle va en souffrir. Et donc d'ores et déjà, on travaille avec les acteurs concernés sur les solutions sur le long terme. Et donc ce sont des solutions qui répondent à la fois pour les besoins économiques, mais également pour les besoins de la population qui va habiter dans la région de l'Oriental. L'importance accordée également au facteur capital humain, moi je dirais que ce n'est pas l'un des facteurs d'attractivité, mais c'est le premier facteur d'attractivité de la région. Ah, très bien. Parce que quoi que j'ai en matière de coûts de facteurs, de foncier, de logistique, de fiscalité même, si je n'ai pas un capital humain, disons, engagé, sérieux, agile, qui répond aujourd'hui aux nouvelles exigences du secteur de l'industrie 4.0, du digital, etc., je ne peux pas vraiment... je peux attirer des investisseurs, mais je ne peux pas les pérenniser. Je ne peux pas les maintenir pendant longtemps. Et donc, aujourd'hui, on a tout un plan d'action sur la stratégie de développement du capital humain avec l'Université Mohamed Ier, avec le réseau de l'OFPT et la nouvelle Cité des métiers et des compétences, et également avec les écoles privées. Aujourd'hui, on dispose d'une cartographie claire des filières de formation au niveau de la région. Et croyez-moi, aujourd'hui, presque systématiquement, n'importe quel investisseur qui est atterri au niveau de Série de l'Oriental, il est branché directement avec le monde de la formation pour le rassurer sur la disponibilité et le potentiel du capital humain. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, on est très satisfait par rapport à ce point. Il y a un dernier volet, je ne sais pas si aussi vous l'avez intégré dans la stratégie, c'est le volet environnemental. Je ne sais pas si vous étiez avec nous hier, mais il y avait la patronne de la supply chain du groupe L'Oréal qui avait dit, bien sûr, on cherche à pérenniser nos relations avec nos fournisseurs, mais même si le fournisseur il est compétitif, il répond à nos besoins, etc., s'il ne répond pas aux normes environnementales, on ne le prend pas. Ça devient vraiment une contrainte, une condition. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez ou que vous projetez d'intégrer aussi parmi les éléments d'attractivité de toute façon Merci. Merci, Monsieur le Président, d'avoir posé cette question, parce qu'aujourd'hui, quand on parle développement, on parle développement durable, on ne parle plus développement tout court. J'ai assisté ce matin au premier panel qui a parlé de la compétitivité, de la sécurité et de l'empreinte environnementale, de l'empreinte carbone comme facteur de compétitivité de la logistique. Je tiens à signaler que Draata Filalt, dans sa vision, ambitionne de se positionner parmi les 3 premières régions du Maroc au niveau du développement durable. Il suffit de dire aujourd'hui les réalisations de Draata Filalt que nous sommes le hub en matière de développement durable. Je citerai la station Nord, Ouarzazate. Pour des gens qui ne connaissent pas Draata Filalt, c'est 5 provinces. C'est Rachidia, Ouarzazate, Zagoura, Tinrir et Midi. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 1600 MWh de l'énergie propre. Cette énergie propre est destinée à l'industrie. Et c'est un facteur de compétitivité de taille. Donc, le volet environnemental pour la compétitivité des futurs et des industriels actuels installés à Draata Filalt, qu'ils soient rassurés que nous sommes dans une région qui produit 5 kW par mètre carré.
nous avons des conditions de produire une énergie propre. Et comme vous savez, dans le secteur industriel, le coût de l'énergie a un rôle très capital pour avoir un prix compétitif vis-à-vis de la concurrence au niveau international. Donc le volet environnemental dans toutes les chaînes de valeur produites au niveau de Rahat Afilelt a un rôle important. Et je veux rebondir sur la qualité des ressources humaines. Nous avons des instituts spécialisés pour la production d'énergie électrique à partir de soleil et à partir des éoliennes. Donc le capital humain aujourd'hui de Rahat Afilelt se positionne dans des statistiques des bacheliers comme la top 1. Nous avons une qualité de nos étudiants, soit universitaires, soit au niveau de lycée, les premiers au niveau national. Nous avons au niveau des ingénieurs qui travaillent dans ce domaine de la logistique, nous avons les meilleurs éléments. Donc je tiens à dire que de Rahat Afilelt, en matière de capital humain, tout le monde le connaît. Donc quand on parle dans la chaîne logistique, on trouve des gens de Rachidia partout, soit ici à Casa. On trouve dans des grandes entreprises stratégiques au niveau national que le capital humain est représenté par des gens originaires de Rachidia. Nous travaillons aujourd'hui de les capter au niveau de notre région et nous faisons appel aux investisseurs parce que la mission de CIRI, c'est de capter l'initiative privée. Et nous encourageons davantage de gens à investir et à prendre les risques. Aujourd'hui, l'écosystème au niveau de Rahat Afilelt est sensible de mettre les incitations qu'il fallait. Au PDR, on peut citer une dizaine de fonds qui ont été dédiés à encourager l'investissement dans cette région. Merci beaucoup. Un Allez-y. petit ajout par rapport à ce point relatif au développement durable, mais à part le fait que c'est l'un des secteurs clés de la région orientale, vu son fort ensoleillement pour le développement de tout ce qui est énergie solaire, aujourd'hui sur l'offre territoriale de la région, on a une prime qui est donnée à l'emploi, qui est à peu près de 2000 dirhams par emploi pour certains secteurs. Mais lorsqu'il s'agit d'un investissement sur certaines régions défavorisées, ou bien une entreprise qui intègre les personnes à mobilité réduite, ou bien des entreprises qui intègrent une dimension innovante, ou bien qui respectent l'environnement, il y a des bonus qui sont accordés par rapport à cette prime à l'emploi. Donc c'est parmi les éléments effectivement à laquelle on accorde une très très forte importance. Merci beaucoup. Je pense que le développement dans le respect de l'environnement, je pense que ce n'est plus un choix aujourd'hui. Ça devient une obligation. Rapprochez-le. Ça devient aujourd'hui une obligation, notamment avec la mise en pratique de la taxe carbone par l'Union européenne au niveau de notre région, qui est aujourd'hui une région exportatrice par excellence. Nous avons plus que 80% du chiffre d'affaires produit au niveau région est destiné vers l'export. Donc nos entreprises sont tenues à respecter cette nouvelle condition. Donc le CRI essaie dans la mesure du possible de faire un réseautage entre ces entreprises et aussi celles qui développent des solutions en termes de développement durable. Nous avons plusieurs opérateurs nous avons un fabricant de panneaux photovoltaïques au niveau de Hussima. C'est une première unité au niveau de l'Afrique et qui exporte vers les États-Unis, vers la Suède. Nous avons 5 parcs éoliens au niveau de la région, qui alimente déjà le site Renault avec une puissance installée de 390 MW. Le site Renault, c'est un site modèle puisque c'est le premier site zéro carbone au Maroc, je pense en Afrique, même s'il produit dans chaque minute une voiture. Donc il est alimenté par l'énergie éolienne, mais aussi par une production d'énergie à travers le biomasse. Ce sont des choses qu'on encourage parfaitement le CRI à travers ces écosystèmes. Nous organisons plusieurs réunions de sensibilisation, d'information auprès de nos partenaires, auprès des secteurs privés pour les faire fédérer à cette nouvelle disposition de l'Union européenne pour que nos entreprises soient les plus compétitives possibles par rapport à leurs homologues européens. C'est qui vous avez C'était pour compléter le Non, tour. parce que moi je voudrais juste vous poser une question. Les CRI, c'est toutes les régions du royaume, 12 régions, 12 CRI. Est-ce que vous vous voyez comme des concurrents? Alors, c'est une question Parce que pourquoi j'ai posé la question? Ouais. Je me réfère à la réflexion tout à l'heure
du directeur de MFB, Sahamed Ben Haddou, qui a parlé de la marchandise qui sort d'Agadir, en tout cas de Souss-Massa, pour aller vers Tanger. Donc elle traverse toute la région royale. Donc il faut avoir une logique et raisonner en termes de compétitivité vraiment globale. Et ça passe aussi par des synergies. Alors, est-ce que vous considérez... Bien sûr, c'est normal qu'il y ait de l'émulation. Ouais. Et évidemment, chacun doit essayer de défendre... Non, la question est très parce est que très je claire. sais que vous avez des obligations de résultats. Yes. Donc c'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a aussi cette intelligence collective dans l'intérêt vraiment des entreprises Ok. nationales? Alors, non, je crois que la question est suffisamment claire. Elle a été posée d'ailleurs lors d'autres séminaires. On ne peut pas parler de concurrence entre les séries. On peut parler éventuellement de compétitivité, mais qui est constructive, qui est très constructive. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on est mobilisé. Donc, vous avez vu le village. Donc, il y avait quasiment tous les séries. Et ça va au-delà de la mobilisation. Il y a même des actions qui sont conjointes au niveau de la direction générale. Il y a des plans, je parle plan d'action stratégique. Il y a des actions qui sont communément convenues, planifiées, exécutées. Et on décline ça au niveau de notre pôle aussi, au niveau du pôle impulsion. C'est un peu la stratégie, c'est de capitaliser sur les atouts de chaque région. Et quand je dis région, il y a aussi la partie capitale pour justement en faire bénéficier les autres séries. L'idée, c'est pas d'aller se concurrencer sur le même marché à nous 12. Non. L'idée, quand on fait une étude de positionnement, c'est aussi de savoir quels sont les secteurs et les filières qui sont prioritaires au niveau du série FES-MKNAS, où je serai plus compétitif, pas uniquement à l'échelle marocaine, mais surtout à l'international. Et l'idée, c'est de dupliquer ça au niveau des 12 régions pour, bien sûr, tirer tout le royaume. Et ce n'est pas une concurrence entre nous, mais plutôt une capitalisation, une harmonisation pour driver justement la compétitivité du royaume. En tout cas, ce qui nous permet un peu de tirer vers le haut nos activités, c'est les échanges qu'on peut avoir. C'est aussi le partage des bonnes pratiques, etc. Et ça doit se faire aussi avec le privé. Après tout, vous travaillez aussi pour le privé, hein, il ne faut pas l'oublier. Or, dans notre domaine, ce qui est celui de la logistique, on sait aujourd'hui qu'une entreprise, on n'a parlé que de coûts logistiques. Il faut réduire le coût logistique. On a parlé de la digitalisation, c'est pour réduire le coût. Mais d'un autre côté, on sait qu'au sein de l'entreprise, elle va faire tous les efforts qu'il faut pour réduire ses coûts. Mais elle atteindra toujours un plafond de verre. Elle atteindra toujours des limites. Et quand est-ce qu'elle peut dépasser ces limites? C'est lorsque elle développe des relations avec les autres. C'est ce qu'on appelle de la collaboration, de la mutualisation, on parle de la massification. Et vous devez aussi adopter ces concepts. Donc c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas trop... on voudrait se tourner aussi vers la salle. Ce n'est pas un monologue entre nous, hein, on est là aussi pour vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il vous plaît, un micro. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des clarifications, des explications? Non? Voilà, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Mohamed Choudri, industriel de Tétouan. Donc, je remercie les messieurs directeurs des séries pour leur brillante intervention. Moi, je vois par exemple, je suis également vice-président de l'Association marocaine des industries de béton. Donc, il regroupe tous les industriels du préfabriqué en béton. Parmi nous, les doléances que ressortent nos différents membres, c'est un peu le problème du foncier industriel. Nous avons des besoins en superficie très importante, vu
le volume donc le volume de nos produits. Donc on a besoin de superficies très importantes. Malheureusement, si on se réfère à des zones industrielles qu'offre le marché, le prix au mètre carré il est très cher. Nous avons besoin de plusieurs hectares, ce sont des moyennes de 5 à 10 hectares, et ce qui entrave beaucoup de nouveaux investissements potentiels. Moi, je m'adresse à vous pour voir est-ce que vous avez des solutions. Merci. Voilà, une question précise. C'est Rachid, vous voulez répondre? Allez-y. Donc, Est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, on prend toutes les questions et nos invités peuvent y répondre. On a une seule question, allez-y. Effectivement, le secteur, l'industrie BTP, je pense que c'est un secteur qui c'est le poumon de l'économie. Et lorsque le secteur de BTP est en bonne santé, je pense que l'économie générale du royaume est aussi. Donc c'est l'un des prérogatives de notre stratégie de développement. Effectivement, il y a une certaine pénurie en termes d'industrie dédiée à ce secteur-là, mais on est en train de voir, donc nous avons déjà des extensions à Tétouan Park qui sont prévues avec Tanger Metzons. Je suppose qu'il y aura ce genre de surface dans la tranche 5 de Tétouan Park. Par rapport au coût, effectivement par rapport aussi à la même province, et en plus du fonds d'investissement développé par la région, il y a aussi un fonds qui est dédié à la province de Tétouan et la préfecture de Meknès. Donc c'est un fonds de 400 millions de dirhams. 200 millions de dirhams étaient déjà destinés pour la construction de la zone d'activité économique de Meknès, et 200 millions de dirhams, le reste, ça serait dédié pour l'encouragement des investisseurs à s'installer dans ces deux provinces. Donc le programme est intitulé le programme intégré de développement socio-économique des provinces de Tétouan et de Médine Fnedaq. Et ce programme peut vous apporter de l'aide nécessaire pour réduire ce coût de foncier. Aussi, parmi les montages, l'ingénierie de montage financier qu'on propose dans ce genre de situation, lorsque le coût est élevé, la location. Et aussi là, par exemple, on peut, à travers certains partenaires, acheter le terrain de l'aménageur avec les prix qu'il vaut dans le cadre de ce fonds et le louer avec un prix qui rentre dans votre business plan, qui peut vous offrir la rentabilité qu'il vous faut et le mettre à votre disposition dans les meilleures conditions. Donc voilà, grosso modo, les mécanismes qu'on est en train de mettre en œuvre pour répondre à ce genre de problématiques liées au foncier. Merci beaucoup. Voilà, donc on arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais dire deux observations. La première, c'est qu'il fut un temps où le Maroc utile était entre Kénitra et Casablanca. Et moi, en tout cas, je le dis d'une façon tout à fait sincère, avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI, vraiment, on a connu des chantiers énormes et on continue. Mais l'un des aspects qui m'avait séduit vraiment et fait plaisir, c'est le fait que Sa Majesté avait donné l'ordre pour que le développement aille vers toutes les régions. Et pour exercer, il y a encore quelques années, un métier qui me portait vers toutes les régions du royaume, je voyais ce développement un peu et ça m'avait fait plaisir. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore plus confiant lorsque je vois des profils qui sont à la tête et qui sont au sein des CRI. Franchement, les profils d'un certain niveau, c'est-à-dire tant au niveau des réflexions stratégiques qu'effectivement opérationnelles. La preuve, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Ils ont un dénominateur commun. Ils portent tous des lunettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent énormément. Voilà. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes venus vers nous. Nous ne manquerons pas de venir vers vous aussi, Inch'Allah. Et tout cela, c'est pour l'intérêt de notre pays.
Merci beaucoup. Merci.